Bonjour à tous, bienvenue pour évoquer avec nous le rôle du directeur supply chain dans la stratégie environnementale de l'entreprise. Alors on va voir avec nos deux expertes comment cette stratégie peut être mise en œuvre en musique par les directeurs supply chain. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Elisabeth Ozano, qui est associée du cabinet Diagma, et Catherine Choplin, qui est senior manager du cabinet Diagma également. Bonjour mesdames, bienvenue. Bonjour. Elisabeth, peut-être un mot pour vous présenter? Oui, tout à fait. Donc effectivement, vous l'avez dit, associée chez Diagma depuis 11 ans maintenant. Et par ailleurs, je suis consultante en opérations industrielles et logistiques depuis assez longtemps, pour avoir travaillé dans d'autres cabinets dans le domaine. Chez Diagma, je porte plus particulièrement les savoir-faire autour de la stratégie supply chain. Et j'interviens aussi sur les supply chains qui prolongent la durée de vie des équipements. Je les affectionne particulièrement. Et elles sont un peu dans le cœur du sujet de notre discussion d'aujourd'hui. Très bien, on va voir ça. Catherine? Eh bien, bonjour. Donc, Catherine Choplin, j'ai rejoint Diagma récemment, en septembre. Mais ce n'est pas complètement nouveau puisque j'ai commencé ma carrière à Diagma il y a bien quelques années. J'y ai passé une bonne dizaine d'années. Et donc, après cette période de conseil, j'ai eu quelques postes opérationnels dans la distribution spécialisée, dans des directions supply chain ou en direction merchandise planning. Et là, c'est donc le grand retour. Et donc, c'est un peu un retour aux sources. Voilà. Retour aux sources. Peut-être, avant de commencer, Elisabeth, quelques mots sur Diagma? Oui, bien sûr. Donc, Diagma, c'est un cabinet qui est vraiment spécialisé en supply chain, qui n'intervient que dans ce domaine. Notre métier, c'est vraiment de travailler avec nos clients à rendre leur supply chain plus au service de leurs ambitions business d'un côté et de leurs ambitions de durabilité de l'autre. Pour ça, nos équipes travaillent, apportent des compétences et des expertises sur les dimensions plus stratégiques, tactiques ou opérationnelles de la supply chain. Nous, on aime à parler de smart supply chain pour décrire un peu tout ça. Sur le plan sectoriel, on a un panel finalement assez large qui va de la distribution en passant par les entreprises qui conçoivent, fabriquent et distribuent leurs produits, mais aussi dans le domaine des services. Et c'est un peu ce panel d'observation qui nous a alimentés dans la réflexion d'aujourd'hui, au travers de ce qu'on a pu observer chez nos clients, de leurs pratiques environnementales en particulier, et des liens qu'elles peuvent faire avec leur supply chain. Très bien. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dès maintenant, et donc nos intervenantes y répondront à l'issue de la présentation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de la maturité des entreprises en matière justement de réchauffement climatique et de lutte contre le réchauffement climatique? Donc, ce qui ressort de nos observations sont deux choses en fait. La première, c'est qu'aujourd'hui, au travers des politiques RSE, la plupart des entreprises ont vraiment affiché des intentions et une proactivité sur la dimension de préservation de la planète. Ça se traduit par des ambitions et des messages sur le fait de mieux utiliser, en tout cas une utilisation plus sobre, un terme qui est un peu à la mode, mais qui dit aussi quelque chose, une utilisation plus sobre mais aussi plus traçable de toutes les ressources naturelles de la planète, l'eau, les matières. Il y a aussi une vocation à préserver les écosystèmes naturels. La planète, c'est l'ensemble des vivants aussi, des espèces vivantes qui l'habitent. Et donc, il y a une troisième dimension qui est celle d'avoir un impact au travers des activités humaines minimales sur la santé de l'humanité, des êtres humains, mais aussi des animaux. Et enfin, une dernière dimension qui reboucle un petit peu avec la première, qui est de contribuer à la transformation et l'évolution vers une économie plus circulaire, donc plus vertueuse, puisque recyclant, réutilisant et donc sollicitant un peu moins directement les ressources de la planète. Donc sur ces quatre axes-là, qui sont ceux que nous on a recensés, clairement, globalement, que les entreprises soient des grands groupes ou des PME ou des ETI, aujourd'hui une expression assez claire des ambitions. Oui. Mais on observe aussi un deuxième axe, alors qui lui est plutôt un domaine de contrainte ou d'impact. Le réchauffement climatique est là, il est installé. Je pense que l'été qu'on vient de passer nous l'a encore prouvé. Et pas uniquement aux États-Unis ou en Asie, c'est maintenant à nos portes, vraiment. Et on constate que ce soit la sécheresse ou les inondations, ont des impacts et des conséquences qui sont vraiment
préjudiciable et que l'entreprise doit aussi se préserver par rapport à ça et travailler sa résilience. La sécheresse, par exemple, a une influence sur le niveau des fleuves ou des rivières. En France, ça a un impact sur la production d'électricité, puisque notre parc nucléaire est dépendant de ça. En Allemagne, il y a eu des conséquences cette année sur le niveau du Rhin qui a perturbé la navigation fluviale. Donc une catégorie d'entreprises, un peu moins nombreuse, se préoccupe aussi de travailler sa résilience en se protégeant par rapport aux risques qui sont induits par le réchauffement climatique. Et notamment des risques d'interruption de leur supply chain, mais également des supply chains amont et aval, du côté de leurs fournisseurs ou du côté de leurs clients. Mais alors, au-delà de cette prise de conscience, dirons-nous, est-ce que vous voyez des actions concrètes qui sont mises en place par les entreprises? Oui, clairement, au-delà des intentions ou des injonctions, effectivement, il y a une traduction de ces ambitions environnementales, à minima, en enjeux, en objectifs mesurables, parce que c'est ça aussi finalement l'intérêt. Si on sait mesurer les effets de nos plans d'action, eh bien, on pourra conclure que nos plans d'action sont les bons. Et là, ce qu'on observe, c'est une série d'objectifs qui sont finalement en partie dépendants des filières, suivant que l'entreprise est plus concernée par la réduction de consommation d'eau, par exemple, typiquement la filière textile ou la filière mode, ou bien concernée par la garantie de la bientraitance animale, ce qui est le cas pour la filière viande, pour le luxe, les cosmétiques. On voit aussi qu'il y a un certain nombre d'objectifs qui sont un peu plus communs à toutes les filières. Réduire les émissions de CO2, réduire l'utilisation de produits chimiques ou toxiques, et travailler à la réutilisation, le réemploi, à des conditionnements aussi qui sont, on va dire, un peu plus éco-responsables. Mais la lutte contre le réchauffement climatique, est-ce que ça constitue véritablement aujourd'hui la majorité des actions que vous observez au sein des entreprises? Je pense que l'objectif qui est le plus affiché et le plus répandu, quelles que soient les filières, c'est celui qui concerne la réduction des émissions de CO2 ou plus généralement de gaz à effet de serre, puisque dans cette famille-là, le CO2... C'est ça qui apparaît le plus souvent dans les... Tout à fait, et on l'explique par le fait que c'est maintenant un domaine qui est à peu près normé. L'ADEME notamment, un certain nombre d'organismes officiels ont réussi à imposer des définitions, et en particulier la définition d'un périmètre qui fait le lien avec notre fameuse supply chain. L'ADEME en particulier a posé un cadre au travers de 3 périmètres, scope 1, 2, 3. Les 2 premiers concernent plutôt les émissions de gaz à effet de serre liées à l'utilisation d'électricité. Donc ça concerne vraiment toutes les entreprises. Et là, les objectifs sont fixés de manière assez évidente, c'est plus facile. En revanche, sur ce qu'on appelle le scope 3, qui correspond à tous les flux amont et les flux aval de l'entreprise, de manière évidente, on mesure les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées au transport. Mais de manière moins évidente, on est censé aussi, dans la norme, mesurer les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'usage des produits vendus. Donc là, on commence à rentrer dans des zones de complexité. Comment un fabricant de t-shirts, par exemple, finalement mesurer les émissions de gaz à effet de serre liées au fait que ceux qui ont acheté les t-shirts doivent les entretenir, les laver, consomment de l'eau dans ce cadre-là, de l'électricité. Voilà, c'est ça dont on parle. C'est l'analyse sur l'ensemble du cycle de vie. Tout à fait. Donc le modèle est vertueux, il a vocation à sensibiliser l'entreprise véritablement à l'impact qu'elle a sur l'aval et une fois qu'elle a vendu ses produits. Mais c'est aussi une difficulté intrinsèque pour mesurer véritablement. Y compris maintenant sur son recyclage, Tout à fait. De plus en plus de textiles maintenant vont être vendus en occasion. Il paraît que ça va être majoritaire dans quelques années. Ça, c'est un moyen effectivement d'agir et de compenser, en effet. Catherine, vous l'avez rappelé, vous avez fait une grande partie de votre carrière dans la distribution spécialisée. Est-ce que vous avez vu vraiment des choses s'opérer, des actions concrètes menées dans ce secteur d'activité? Oui, alors je crois que c'est, par rapport à ce qu'on vient de dire, les grands objectifs qui se sont installés dans le secteur du retail, il y a 3 points, 3 objectifs qui ont été assez privilégiés. Donc le premier, évidemment, sur la réduction des émissions de CO2.
Dans les acteurs du retail, que ce soit alimentaire ou la distribution spécialisée, pardon, ça fait partie des objectifs qui, en général, sont maintenant effectivement bien mesurés, bien mesurables. Et les objectifs qui sont fixés sont assez similaires les uns aux autres. C'est une réduction des émissions de 30% à horizon 2025 et de 50% à horizon 2030. On retrouve à peu près cette ambition chez la plupart des distributeurs. Les deux thèmes qu'on retrouve assez fréquemment dans les objectifs, le premier, c'est concernant les conditionnements, les emballages, et donc quelque part la gestion des déchets, mais aussi l'utilisation de matières éco-responsables dans les conditionnements. Et le troisième thème qu'on retrouve aussi, c'est sur le fait de favoriser le recyclage ou la réutilisation. Donc, par exemple, dans le domaine en tout cas de la mode, la seconde vie des produits, il n'y a pas que dans la mode, mais c'est vrai que je connais peut-être un peu mieux ce secteur, est quelque chose qui a vraiment pris de l'ampleur et qui maintenant correspond en plus, je pense, à une vraie demande des clients, des consommateurs. Donc ces trois grands thèmes, émissions de CO2, le thème des emballages et le thème du recyclage ou de la réutilisation. Donc peut-être deux exemples pour aussi évoquer quel axe de travail, du coup, ça permet dans laquelle les directions supply chain peuvent s'engager sur la réduction des émissions de CO2 de manière assez large. Certes, l'utilisation de véhicules propres est une bonne première étape, mais on a été confronté alors un exemple sur la logistique urbaine. Alors, je vais faire un peu la logistique urbaine parisienne, mais je pense que ça parlera à pas mal de personnes. Il y avait une problématique avec, je dirais, la zone du boulevard Haussmann, donc les grands magasins, qui effectivement, pour approvisionner et avoir des produits à vendre, ce sont un flux d'approvisionnement, un trafic de camions qui était assez important, ce qui ne correspond pas tout à fait à la politique de circulation qui est en place dans la ville. Donc, il fallait trouver une solution. La solution, ou en tout cas la mise en place d'un dispositif qui permettait quand même d'améliorer les choses, a été de faire regrouper toutes les marques, tous les fournisseurs qui ont leurs produits à apporter au magasin à un endroit plutôt en dehors de Paris, pour ensuite massifier et donc mettre dans un même camion plusieurs colis de produits, de marchandises des différents fournisseurs. Et le résultat a été, ça date d'il y a quelques années déjà, ça s'est fait progressivement, mais le résultat a été assez important, puisque ça a divisé par 4 selon les périodes, mais au moins par 4 le nombre de camions en circulation. Bien entendu, c'était aussi en plus des véhicules propres, donc GNV ou électriques. Donc ça a bien contribué par la créativité, ou en tout cas la mise en place de ce type de plateforme en dehors de Paris. L'autre point pour évoquer sur la problématique des conditionnements, dans les e-commerce, les ventes sur Internet, l'attente des clients, et je pense une problématique assez générale de l'attente des clients par rapport à il était très embêté par la profusion de cartons, d'emballages et les différentes matières utilisées, pas forcément éco-responsables. Donc, il y a un certain nombre de solutions qui ont été envisagées. Certaines ont été mises en place, d'autres en test. Je prends par exemple le fait d'avoir un grand carton qui est plein de vide, alors qu'on pourrait réduire l'emballage et utiliser un volume beaucoup plus adapté. C'est ce qui s'est fait dans chez plusieurs distributeurs, avec un process de formage des cartons très adapté vraiment à la dimension de l'objet qu'on transporte, et pas avoir un grand carton avec du vide et avec des éléments de calage dont on ne sait pas bien ensuite comment s'en débarrasser. L'autre solution peut être aussi, des tests ont été faits sur des emballages pour des plus petits produits qui soient totalement réutilisables. Donc, il y a un certain nombre de startups qui commencent à prendre de l'ampleur et qui proposent ce type d'emballage. J'ai en tête un format très particulier, donc d'enveloppe, qui permet de sécuriser l'envoi.
de manière très simple. Et le consommateur, une fois qu'il a pris son produit, peut ensuite renvoyer cet emballage plié par la poste à l'organisme qui va ensuite le recycler, c'est-à-dire le nettoyer, le remettre en conditionnement, et il va être réutilisé 100 fois. Donc ça n'a rien à voir avec l'enveloppe en matière plastique que vous mettez à la poubelle. Donc c'est un vrai plus. Et évidemment, ces solutions nécessitent de revoir la manière d'organiser la chaîne de préparation des commandes. Donc là aussi, il faut dire, c'est une bonne idée, mais c'est plus du tout la même histoire. J'ai plus du tout la même machine de formage de carton, où j'ai pas du tout le même process de préparation. Donc c'est là où la supply chain va apporter une solution, ou en tout cas aider par sa créativité à avoir des solutions. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est premier point évidemment sur le CO2 et sur les emballages. Oui. Alors donc effectivement, on voit que à travers ces deux exemples que la supply peut avoir effectivement un rôle décisif à jouer dans la mise en place d'actions vraiment concrètes pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais ce n'est pas forcément le cas dans toutes les entreprises. Quelle est vraiment la zone d'influence, j'allais dire, de la supply pour justement dans le cadre de la mise en œuvre de ce genre de plan stratégique? Oui, enfin, vous avez employé un mot important. Effectivement, si pour généraliser un peu par rapport à ce que vient de dire Catherine, si on considère la supply chain comme un processus très transverse, et il l'est véritablement, on se rend compte que c'est un processus qui est globalement concerné par la plupart des enjeux environnementaux qu'on a évoqués. Pour autant, ce processus vaste, il est gouverné par une fonction supply chain, souvent morcelée, mais faisons l'hypothèse qu'elle est intégrée. Là, effectivement, on constate, nous, que cette fonction supply chain, il y a des zones sur lesquelles elle a vraiment la capacité à décider des moyens qui sont mis en œuvre et qui ont une influence directe. C'est par exemple le domaine des transports, des choix des moyens de transport, entre le fluvial, l'aérien, le routier, et puis à l'intérieur de chaque, des technologies qui peuvent être plus ou moins vertueuses. Il y a aussi le domaine de l'empreinte industrielle et logistique, dans le choix des localisations, des sites de production, des sites de stockage. La supply chain peut avoir une influence directe, à minima, sur ces émissions de gaz à effet de serre. Mais il y a d'autres leviers qui sont vertueux et sur lesquels la fonction supply chain n'est pas souveraine et autonome. Par exemple, la fréquence de livraison au client, qui a un impact direct sur le délai, et peut être, si elle est réduite, vertueuse sous l'angle environnemental, mais au détriment de la longueur du délai promis au client. Et là, le commercial est forcément partie prenante dans la décision et le curseur, le bon curseur à choisir. Donc on commence à rentrer dans des zones de compromis dans lesquelles la supply chain doit interagir avec d'autres fonctions pour pouvoir faire valoir, et elle a définitivement un rôle à jouer, effectivement, mais pour faire valoir des impacts positifs, des bénéfices, tout en négociant, entre guillemets, avec d'autres fonctions, les bons curseurs. Je prends l'autre exemple de la taille du portefeuille produit ou la complexité du portefeuille produit, par rapport auquel le marketing est a priori le propriétaire, et qui aura peut-être tendance à élargir les choses pour de bonnes raisons, pour capter le marché et contribuer à la performance, on va dire, financière. En revanche, qui constitue un facteur de complexité pour la supply chain et donc peut-être d'augmentation soit des coûts, soit des difficultés à répondre aux impératifs environnementaux. Donc notre message, nous, c'est ça, c'est que la fonction supply chain, elle est en partie au cœur des décisions et en partie une co-animatrice. Elle doit collaborer avec d'autres fonctions. Oui, alors c'est vrai que le rôle du directeur supply chain dans le pilotage des flux, dans l'optimisation des flux et dans la mise en place d'une organisation plus horizontale, on la connaît. Mais quel est son rôle plus précisément dans la mise en place justement de mesures qui concernent l'environnement? Oui. Donc nous, on lui alloue deux rôles à ce directeur supply chain. Il y a ce qu'il peut faire en tant que véritablement leader, comme je l'ai dit sur les zones de contrôle de la supply chain. Donc c'est la possibilité d'actionner tous les leviers de contribution directe sur l'empreinte industrielle, les choix des moyens de transport, mais aussi sur finalement toutes ces supply chains complémentaires qui apparaissent
et les boucles, ce qu'on appelle souvent les reverse logistiques, qui sont la manifestation, la concrétisation des politiques de recyclage, de réutilisation, mais qui en fait engendrent de nouvelles supply chains. Et là, le directeur supply chain, avec ses équipes, peut être au cœur de la définition de processus qui sont efficients. Il y a une deuxième dimension sur laquelle le directeur supply chain peut être leader, c'est celui de la mesure des impacts, notamment des émissions de gaz à effet de serre, sur le périmètre étendu. Et enfin, pour reprendre mon message de départ sur les risques induits par le réchauffement climatique, le directeur supply chain est, de mon point de vue, au cœur des choix de plans de préservation et de gestion des risques induits. Et puis il y a tous les autres types de décisions sur lesquelles le directeur supply chain doit interagir avec le marketing, le commercial, la R&D, le financier, de façon à aussi influencer les sources des matières, les routes to market, les choix de packaging, l'offre de services logistiques et de délais notamment, mais dans un travail de collaboration et d'influence mutuelle. Et de compromis entre des considérations économiques d'un côté et puis environnementales de l'autre. Et justement, ce leadership là, du directeur supply chain sur ce genre d'enjeu, il n'est pas contesté par d'autres fonctions? Il n'y a pas des... Je pense que le directeur supply chain doit continuer à faire sa place. Il y a des environnements dans lesquels il est parfaitement valorisé. Il siège au comité de direction comme ses pairs. Et puis d'autres domaines où la maturité des directions générales en particulier est peut-être moins importante encore. Et là, oui. Mais enfin, il faut qu'il y ait de toute façon le soutien de la direction générale. C'est effectivement indispensable de notre point de vue. Également pour ces questions-là. Quel est son profil? La question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que vraiment le directeur supply chain est vraiment compétent justement pour traiter ce genre de sujet? Oui, mais je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Je pense qu'au contraire, le fait d'avoir que les enjeux environnementaux sont devenus, je dirais, encore plus importants, ça renforce pour le directeur supply chain le fait qu'il a un vrai rôle à jouer, ça lui donne un atout supplémentaire pour, comme vous disiez, est-ce qu'il a sa place ou est-ce qu'il doit jouer un petit peu des coudes? Je pense que là, c'est quand même, je pense que c'est un changement. Jusqu'à présent, c'est peut-être un petit peu violent, mais le directeur supply chain et ses équipes, bien entendu, avait un objectif de manager, de gérer, d'assurer dans son périmètre coût-service. Et c'est sûr que ça mettait en évidence, ça nécessitait d'avoir des compétences, comme je disais, d'apporter des solutions, de construire des solutions, d'être capable d'avoir une bonne contribution en termes de gestion des différents risques de l'entreprise, et puis effectivement d'être, je dirais pas de jouer des coudes, mais d'avoir une collaboration, d'affirmer sa présence, d'affirmer avec ses pairs dans un comité de direction. Et maintenant, je pense que c'est devenu un triptyque. Il y a le coût, la qualité de service et l'environnement. Donc, le directeur supply chain doit effectivement avoir, c'est pour ça qu'on parle d'un homme orchestre augmenté. Je crois qu'il faut qu'il rajoute à sa panoplie, doit avoir une sensibilité et je dirais, au-delà c'est plus qu'une sensibilité, c'est d'avoir une bonne culture générale du développement durable, des enjeux environnementaux. Mais ça va lui donner une ampleur et une carrure un peu plus importante. Et ça va aussi renforcer le fait que, comme on disait, il faut apporter des nouvelles solutions et il va falloir gérer de nouveaux risques, ou en tout cas être confronté à, comme on disait tout à l'heure, le réchauffement climatique fait apparaître des problématiques nouvelles. Et évidemment, il doit être toujours, et encore plus, dans la collaboration, dans l'intelligence collective. Donc, c'est un profil encore plus riche. Et qui, pour revenir à effectivement la remarque que vous faisiez, c'est que dans une entreprise, la direction générale et dans un comité de direction, il a a fortiori encore plus de légitimité à avoir un rôle de levier, un rôle de relais pour que pour l'ensemble du business de l'entreprise, on puisse avancer et atteindre les objectifs. Et ça veut dire quoi un profil plus riche? Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une formation différente?
une expérience peut-être Alors, il y a de l'expérience, il y a de la compétence, de l'expertise, mais je reste assez convaincue que c'est aussi une question de comportement. Donc, je dirais d'écoute et comment dire, d'avoir une capacité à challenger un certain nombre d'idées. Donc, je pense que c'est plus c'est des la qualités. conviction Ouais. et donc la sensibilité, comme on évoquait, aux problématiques d'environnement, qui va lui donner sa force et qui va donc il doit être force de conviction, Mhm. il doit être force et je dirais plus que animateur, mais un petit peu agitateur d'idées en termes auprès de ses pairs, comme on disait, d'une direction marketing, d'une direction commerciale, par rapport à des... Est-ce qu'avant on dit non mais coût-service, c'est bon, c'est pas bon. Eh bien il y a coût, il y a service et il y a aussi environnement. Et ça donne je dirais le panel d'arguments du directeur supply chain va être encore plus fort. Donc ça doit lui... comment dire, il y a une personnalité qui va être augmentée. Si on voulait mettre en place une méthodologie, par exemple, ou si, pour formuler différemment, si vous deviez donner des conseils au directeur supply chain, comment on doit s'y prendre pour démarrer et pour mettre en place la stratégie? Alors, une façon de s'y prendre, il y en a, c'est peut-être pas la seule, mais on pense que c'est d'abord une approche volontariste. Donc, comme vient de le dire Catherine, le directeur supply chain sur la base de ses propres convictions, hein, aussi par rapport aux enjeux classiques et aussi aux enjeux environnementaux. Voilà, pour être le porteur de cette action volontariste. Mais il y a aussi une dimension amélioration continue, recherche de progrès continu. Nous, on ne croit pas aux améliorations en rupture dans ce domaine. Il y a certes un discours sur l'urgence climatique aujourd'hui, mais en termes d'adaptation des modes de fonctionnement et de la supply chain dans l'entreprise, je pense qu'il faut être raisonnable et accepter que les choses se font dans l'intelligence collective et que ce temps de création d'adhésion est important. En tout cas, donc la première étape intéressante, c'est justement celle du partage des priorités environnementales, de la politique environnementale fixée par l'entreprise. Et il est important que les directeurs supply chain les comprennent, se les approprient et puissent commencer à faire son miel avec ça en termes de contribution de sa supply chain à ses objectifs. Au passage, Diagma pourra aider dans ces phases-là justement à commencer à créer les liens de contribution. Nous, on parle de matrice des impacts ou des contributions de la supply chain en réponse aux objectifs environnementaux. C'est aussi dans cette étape-là qu'on peut réfléchir à la dimension en quoi sommes-nous, notre supply chain est suffisamment résiliente par rapport aux risques induits par le réchauffement climatique. La deuxième étape, le directeur supply chain avec ses équipes et en interaction avec d'autres fonctions pourra travailler vraiment à trouver les leviers qui vont répondre aux objectifs environnementaux et peut-être aux impacts que ça aura sur les autres objectifs plus financiers. Là encore, Diagma, par son cœur d'activité, va pouvoir aider en aidant à concevoir des réseaux physiques de distribution, par exemple, en réfléchissant à nombre optimal et à la localisation optimale des entrepôts, et tout en injectant maintenant justement un nouveau critère qui est par exemple l'émission de gaz à effet de serre. Donc historiquement, on évaluait les scénarios de distribution physique sur des critères de coût, de respect de la qualité de service. Maintenant, on injecte un nouveau critère qui est tel réseau conduit à telle émission de gaz à effet de serre, donc de ce point de vue-là, est plus intéressant qu'un autre, donc une aide à la décision supplémentaire. On pourra aussi aider à animer la réflexion transverse, qui n'est pas toujours facile à assurer en interne, entre les équipes commerciales et la supply chain sur quel est le bon niveau d'offre de services à proposer, pour d'un côté avoir une entreprise qui a une attractivité sur son marché, mais qui en même temps répond à ses enjeux environnementaux. Donc, typiquement, quelle est la bonne promesse de délai à faire pour réaliser ce compromis. Et enfin, la troisième étape, une fois qu'on a défini et choisi les leviers les plus contributeurs dans le système de critères qui a été choisi, eh bien, c'est de mettre en place ces indicateurs, une feuille de route raisonnable, autour d'ambitions pas trop vastes, pour être sûr d'aller au bout. Et là encore, Diagma pourra aider à structurer ses plans d'action ou des tableaux de bord ciblés sur
pas trop de sujets à la fois, mais là aussi pour garantir l'aboutissement et donc les bons effets positifs et créer des effets d'entraînement pour, dans la logique progrès continu, étendre aux autres domaines. Très bien, merci beaucoup. Je me tourne vers la régie et plus particulièrement vers Hervé qui va nous dire s'il y a des questions. Je crois qu'il y en a plusieurs. Bonjour à tous, bonjour Jean-Philippe, et bien évidemment, il y a des questions. Quelles sont les pistes pour diminuer les déchets et augmenter la recyclabilité des produits finis ? Qui souhaite répondre? Je veux Elisabeth? commencer, tu compléteras, Catherine, Ouais, peut-être. vas-y. Alors, moi je fais une différence entre les déchets et la recyclabilité. Les déchets, pour moi, correspondent à des produits, des coproduits résultant du produit fini. Donc, je pense que la première approche sur les déchets, c'est d'abord de réfléchir à est-ce qu'on peut les limiter, les réduire. Voilà, est-ce qu'on peut les limiter, les réduire. Et là, le levier, ça peut être le design du produit. Oui. Donc concevoir, enfin dès la conception du produit, intégrer cette oui, réflexion. ce qui est aussi le levier pour penser la recyclabilité. Donc interpeller la R&D sur tu conçois un produit qui répond à une fonctionnalité, qui aura une valeur intrinsèque pour le marché, pour les clients. Mais est-ce que tu peux le penser pour qu'on puisse aussi prolonger sa durée de vie au-delà des usages et faire en sorte qu'il soit réutilisable, réemployable après des opérations de maintenance ou de réparation. Ça veut dire que le rôle du directeur supply, il s'étend à la R&D. C'est-à-dire qu'il en tout cas, son influence. En tous les cas, il faut son influence sur le design du produit pour pouvoir réfléchir aussi et mettre en place ces fameuses supply chain vertueuses de récupération, de collecte. Il y a un exemple que j'aime citer, moi, qui est celui de la société Dell. Le fondateur de Dell a décrété qu'il ne voulait pas qu'un PC à son nom se retrouve dans la nature. Et donc, il a mandaté ses équipes pour qu'elles réfléchissent à un processus de collecte des PC usagés et de démantèlement et de réutilisation de réemploi de tous les composants ou matières réutilisables dans ces PC. Avec une ambition forte qui est de mettre sur le marché la moitié des produits en l'ayant fabriqué à partir de matériaux recyclés, de produits neufs vendus dans le passé. C'est une ambition assez vaste parce qu'ils disent eux-mêmes que la difficulté, c'est d'arriver à collecter. Bah oui, bien sûr. Déjà, ça c'est un point, une difficulté intrinsèque. Mais il faut aussi tous les process de démantèlement, de réutilisation. Donc ce phénomène-là, je pense que c'est le levier principal pour assurer la recyclabilité. Penser le design du produit et mettre en place les supply chain ad hoc pour arriver à collecter, récupérer et recycler. Catherine ? Non, mais j'aurais ajouté effectivement que plutôt sur la partie recyclabilité, la difficulté ou le point d'intention, c'est d'organiser ou en tout cas d'optimiser la collecte et la récupération. Essentiellement, sur la gestion des déchets, enfin en tout cas, je pense qu'il y a pas mal de choses qui ont déjà, au-delà de les limiter par une conception plus raisonnable, il y a quand même pas mal de dispositifs qui ont déjà été mis en place. Enfin, je me souviens quand a été mis en place l'organisation des 3E, enfin l'ensemble, ça a été déjà des pas en avant. Maintenant, le truc, c'est de faire moins de déchets. Donc effectivement, on est là dans un step amont, de dire comment on fait pour concevoir des produits qui vont générer moins de déchets. Et la recyclabilité, c'est effectivement le cycle, comme dans beaucoup de métiers, de retour, de reverse, qui est en général complexe ou moins évident à mettre en place. Ça fait longtemps quand même qu'on en parle. Est-ce qu'il y a eu vraiment des progrès dans l'industrie? Oui, je pense que, après sans citer des enseignes, parce que sinon on va en manquer, mais il y a effectivement des efforts qui sont faits et qui ont commencé à organiser des circuits ou en tout cas à faire en sorte, via les points de distribution, de pouvoir récupérer les produits. Donc c'est un peu une forme, je vais faire simple, un peu une forme de SAV, enfin en tout cas une nouvelle vision de ce que pouvait faire un service après-vente qui s'est effectivement introduit qui a rajouté cette fonction. Mais je pense que ça avance, fait. Un dernier commentaire sur les déchets. De mon point de vue, le packaging est une source de déchets importante et qui s'est sans doute
aggravé avec le e-commerce, le développement du e-commerce. Mais on voit là aussi des exemples intéressants. J'aime aussi citer cet exemple de LVMH, qui a pensé un packaging de certaines bouteilles de champagne. Dans le passé, c'était un gros coffret assez lourd, luxueux, et qui projetait bien l'image que souhaitait avoir l'entreprise. En revanche, ils ont inventé une sorte de coque qui habille, qui épouse la forme de la bouteille, dans une matière recyclable. Je pense que ça a dû occasionner pas mal de remises en cause de tout le procédé de fabrication et d'emballage. Mais là, la finalité et l'objectif est atteint d'avoir un packaging qui est alors perdu, mais étant biodégradable, préserve la planète. Donc une solution intelligente. Hervé. Est-ce que ce lien plus visible entre enjeux environnementaux et la supply chain vaut mieux valoriser ces métiers et les rendre plus attractifs? Oui, est-ce que cette dimension environnementale est de nature à valoriser davantage, disons, et peut-être à la populariser davantage, la fonction supply chain, qui Ça reste lui donne encore, plus de visibilité, qui je reste encore pense. méconnue, oui, Voilà. Je pense que du grand public. voilà, Ouais. ça a un effet positif sur la visibilité de la fonction supply chain. Ça, j'en suis convaincue. Moi, je pense aussi. Oui, ça intéresse plus de monde parce qu'il y a cette... à la fois, alors peut-être d'un point de vue attractivité en termes de recrutement et de futurs candidats, mais même, je dirais, de manière générale, sur la fonction. Moi, je pense que ça l'enrichit aussi et ça valorise le directeur supply chain dans un rôle qui n'est pas uniquement porter des coûts et des délais. Le directeur supply chain est très souvent challengé là-dessus, alors que souvent, il n'a pas tous les leviers, en fait. Donc, l'ajout de cette dimension, même si c'est un facteur de complexité supplémentaire, en termes de contribution, c'est une contribution plus positive dans la perception, je pense, commune. J'ai l'impression donne un peu d'air au directeur supply chain par rapport à ses missions et ses contributions. Donc j'y vois plutôt un aspect positif. Oui. Comment mettre en place des KPI pour pouvoir mettre en regard l'effet écologique versus l'effet économique et influencer dans un sens ou dans un autre? Voilà, ça c'est effectivement une question que j'avais envie de vous poser. Oui. Voilà, comment résoudre cette équation économique et quel est l'impact finalement économique d'une stratégie environnementale digne de ce nom? L'impact économique, dans les témoignages qu'on peut avoir, il est plutôt défavorable. C'est-à-dire que ça coûte globalement plus cher ou un peu plus cher de prendre en compte ces impératifs environnementaux. Après, le système d'indicateurs qui permet de relier les deux va être en partie un peu spécifique à toutes les entreprises. On peut faire des liens entre les taux de remplissage des camions, les kilomètres parcourus via les plans de transport, et puis l'indicateur d'émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est à peu près facile. Qu'est-ce qui coûte cher finalement? Qu'est-ce qui coûte le plus cher quand on met en place un plan de ce type? C'est le fait de faire appel à des moyens qui sont... Réduire les kilomètres, c'est plutôt vertueux. Enfin, c'est vertueux et ça permet de réaliser des économies aussi. Oui, mais ça peut supposer par exemple de mettre en place plus de stocks pour massifier les flux et donc un impact sur le BFR qui n'est pas forcément du goût du financier. Et puis il peut y avoir un investissement de base aussi sur des véhicules particuliers ou pour parler de la consommation d'énergie dans les entrepôts ou les magasins. Enfin, ça veut dire de modifier, de changer le mode d'éclairage, qui sont en général, il y a un investissement de base. Et ensuite, sur l'éternel débat, investissement, combien de temps, quelle rentabilité? C'est sûr que l'enjeu, le bienfait environnemental peut faire qu'on autorise un retour sur investissement un peu plus long. Alors que c'est juste, je change l'éclairage, oui, non. Je gagne sur ma consommation d'énergie, d'électricité sur 4 ans. On dit, trop long. Là, on va peut-être dire, oui, effectivement, énergie, consommation plus basse, c'est bon pour la planète. Donc, je pense que le côté économique, comme je disais, combien ça coûte, combien ça rapporte.
on le voit peut-être dans une notion de temps un peu plus longue. Ce qui est assez, quand même assez nouveau. Hervé ? La mise en place de circuits de deuxième vie est-il un enjeu pour la supply chain ? Alors, je Ouais, ne voyais pas les choses dans ce sens-là. C'est-à-dire que la supply chain est un enjeu pour toutes les entreprises qui souhaiteraient ou qui auraient besoin de mettre en place des reverse, parce que ça sert justement leur politique environnementale. Donc la supply chain, pour moi, ce sera la discipline, l'ensemble de moyens humains et techniques qui va apporter des réponses utiles. Y compris pour les produits qui ont une seconde vie, Alors, il y a des produits qui ont plus naturellement une seconde vie, mais ensuite, il y a des politiques d'entreprise qui peuvent favoriser plus ou moins. Je pense à l'opérateur télécom, par exemple. L'opérateur télécom qui doit garantir que son réseau de télécommunications est opérant 24 heures sur 24, 7 sur 7, réalise un certain nombre de travaux de maintenance et donc met en place des boucles de mise à disposition de pièces de rechange à des techniciens. Ou bien ce même opérateur télécom déploie son réseau, l'étend sur le territoire, et avec des générations d'équipements, de technologies un peu différentes, mais parfois démantèle et arrive à réinjecter une partie des équipements dans l'installation de nouvelles parties du réseau. Et aujourd'hui, ces entreprises-là réfléchissent de plus en plus à réutiliser de plus en plus, plutôt que d'acheter de l'équipement neuf, ce qui n'est pas à l'avantage de l'équipementier, mais qui constitue une contribution environnementale intéressante. Est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus matures que d'autres dans ce domaine-là ? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, que dans certains secteurs, un secteur industriel, je sais pas, la pharmacie, la chimie, le luxe, est-ce qu'il y a des secteurs qui sont à la pointe et d'autres qui sont à la traîne ? Bon, je pense la mode, le textile a été, alors c'est pas forcément un grand volume d'activité, mais a toujours été effectivement quand même assez enclin à aller dans ce sens-là. Ouais. Donc ça s'est développé assez fortement avec les ventes internet, mais pas seulement, puisque maintenant les enseignes avec des points de vente physiques l'organisent aussi. Je pense que c'est à la fois par rapport à une volonté de moins gaspiller, et à la fois, un aspect aussi, je pense, économique. La seconde vie, les vêtements de seconde main, ça a toujours existé. Les dépôts-ventes d'occasion, ça a toujours existé de manière assez réduite, et c'est en train de se généraliser. Après, je pense que c'est très différent d'un secteur à l'autre, quand on parle effectivement soit d'électronique, soit je pense, dans des domaines plus de l'industrie. Je ne pense pas que ça puisse s'accélérer aussi facilement. Ouais. La mise en place est assez rapide. Avec du textile, c'est assez simple. Bon, moi, je dirais qu'il n'y a pas de secteur plus en avance que l'autre. Je pense qu'en revanche, il y a des secteurs qui sont plus challengés par leur écosystème que d'autres. Le luxe est très challengé par son écosystème, pour être... tout ce qui est cosmétique, tout ce qui est... Cosmétique, tout à fait. Et là, c'est cette pression-là qui, je pense, dans un principe de réaction, crée la mobilisation et la fixation d'objectifs et des plans d'action parce qu'il y a aussi des enjeux d'image qui sont importants pour l'avantage compétitif de l'entreprise ou pour son succès d'un point de vue général. Mais il y a l'histoire de l'entreprise aussi, il y a la culture de l'entreprise qui fait que... Oui, c'est clair, mais par exemple, je ne pense pas que la taille de l'entreprise soit, même si les grands groupes ont plus de moyens que d'autres, n'ont pas moins d'enjeux d'image que des ETI ou des PME. Mais je pense à des entreprises qui très tôt ont mis la dimension environnementale dans leur ADN, dans leurs gènes, qui sont développés autour de ça. Puis d'autres qui sont venus plus tardivement. Oui. Ça reste quand même, je pense, un univers de contraintes, perçu comme tel. Et donc une mobilisation qui a vocation à préserver finalement l'intérêt de l'entreprise sur son marché, sa pérennité. Mais maintenant, sa durabilité n'est pas qu'économique. Elle passe aussi par le fait d'afficher, de prouver une vraie contribution à la protection de la planète d'un côté. La résilience par rapport au réchauffement climatique étant une dimension plus interne. Effectivement, celles qui arrivent à mieux se protéger que d'autres sont peut-être plus compétitives sur le moyen terme, mais elles peuvent aussi décider
d'accorder plus ou moins d'importance à cette dimension-là. On va prendre une dernière question. La toute dernière, selon vous, les éditeurs de systèmes d'information ont-ils pris en compte le sujet des enjeux environnementaux? J'en connais au moins. Alors beaucoup le disent, je pense, je Oui. trouve, beaucoup le disent. Ensuite, la manière dont ils y arrivent, je pense qu'elle n'est pas dissociable de toute façon des processus vertueux qui sont outillés par ces outils-là, qui portent intrinsèquement la performance environnementale. Voilà. Mais bon, c'est l'association des deux, les bons processus vertueux, outillés par ces outils-là, qui permet aux entreprises de gagner. Il y a quand même au moins un outil de planification qui a intégré quand même cette dimension-là. On peut aussi considérer que tous les outils qui aident à mieux planifier, à mieux utiliser les capacités pour servir la demande ont une contribution effectivement intrinsèque. Est-ce que, en tant que cabinet conseil, cette dimension, vous êtes plus aujourd'hui consulté sur ces aspects-là, sur les aspects environnementaux, sur les aspects réduction de CO2 que par le passé? Est-ce que c'est vraiment un sujet ou est-ce que vous continuez à être sollicité sur les aspects plutôt organisationnels, mais au sens large du terme? Ou est-ce que vous sentez qu'effectivement aujourd'hui il y a une demande de plus en plus importante de la part de sociétés industrielles ou commerciales? Non. Je vais répondre rapidement, prie, parce que Catherine. moi, ça fait juste quelques semaines que je suis revenue à Diagma. Donc, ce que je perçois, c'est que c'est pas forcément le moteur principal pour faire appel à Diagma, mais dans tout ce qui peut concerner la mise en place d'un réseau de distribution d'une organisation, il y a quand même toujours, enfin, j'ai entendu depuis que je suis revenue à Diagma, il y a toujours cet élément qui est qui fait partie des éléments à prendre en partie. compte. On ne vient pas pour ça, mais ça en fait partie. Voilà, quoi, je c'est suis un ça. peu encore En trop gros. nouvelle pour faire des statistiques, voilà. Mais honnêtement, c'est un point qui me semble qui n'apparaissait pas et qui est maintenant C'est presque systématiquement. implicite, oui, c'est ça. Voilà, ça fait partie des points, des choses normales à envisager, à regarder dans la construction d'un schéma de distribution. On sent que ça fait son chemin, effectivement. Enfin, sous l'angle de la supply chain, on sent que la supply chain est perçue comme un vrai influenceur et un vrai contributeur du respect de ces enjeux environnementaux. Maintenant, on n'a pas forcément beaucoup de demandes, honnêtement, de sociétés qui nous disent « venez nous aider à faciliter ». Mais par contre, quand on vous sollicite pour un plan stratégique de réorganisation, ça en fait partie, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Comme je l'ai dit tout à l'heure sur l'optimisation des réseaux physiques, maintenant, les critères de décision ne sont plus que économiques, ne sont plus uniquement économiques ou satisfaction des clients. Ils sont aussi liés au passage, est-ce qu'on est cohérent? Est-ce que les choix qu'on fait sur la supply chain sont cohérents avec la politique environnementale? Et est-ce qu'on a bien les bonnes contributions? Très bien. Merci beaucoup. Merci pour cet Merci. éclairage. Merci à vous de nous avoir suivis pour toutes vos questions. Et à très bientôt sur le plateau de Supply Chain Village. Merci.